Bienvenue Karine. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de l'accueil, merci beaucoup de l'organisation. C'est évidemment essentiel. Merci d'être là. Et j'ai mis le livre là parce que tout le monde n'a pas forcément vu. Et ma première question à Karine, c'est ce point d'interrogation. Est-ce que tu as trouvé une réponse à cette question? Petit Belge, point d'interrogation. Petit Belge, mais Belge, ça se reporte à Belge ou à petit ou à... Comment ça se passe? Je pense que le point d'interrogation, il est là pour vous interroger vous, en fait. Et moi, ça m'a interrogé, ça interroge les Parisiens, ça interroge les Belges qui font des choses. Je pense qu'on a une certaine humilité. Donc, c'est rigolo parce que le titre m'est venu... ça faisait des mois que je cherchais le titre et puis ça m'est venu comme ça, je ne sais pas d'où, d'en haut. Et après, quand j'ai relu le livre, j'ai découvert que c'était Alain Hubert qui se qualifie à un moment dans l'interview de Petit Belge. Je me suis dit, ah tiens. Mais Petit Belge, c'est à l'adresse du public français, parce que nous, en Belgique, on ne se qualifie pas comme ça nous-mêmes. Si. Bah si, puisque ouais. Alain Hubert a dit qu'il était un Petit Belge. Lui tout seul, alors. Et même François Gémen, alors il l'a pas dit comme ça, mais il dit qu'en fait, on ne fait pas peur, donc c'est un avantage. On est des petits Belges, donc en politique, c'est plus facile de naviguer, parce que les autres ne se méfient pas de nous. Ma question est aussi inspirée du fait que beaucoup d'entre eux, en fait, nous disent qu'ils se sentent belges parce qu'ils ne sont plus en Belgique. Alors, moi, j'en fais partie, hein, puisque je me suis exilée à Paris. Et c'est vrai qu'on s'identifie davantage à ses origines quand on en est extrait, en fait. Mmh. Ça, c'est une certitude. Mais il y a aussi l'histoire que le pays est petit, que c'est facile d'en sortir. Donc, oui. Petit Belge, petit territoire, petit Belge... Mais justement, comme le dit mon amie Sarah, qui m'a fait l'honneur d'écrire la préface, qui est là. Bonsoir Sarah. On ne se résume pas à la taille de notre territoire. Mmh. Et justement, je pense que le fait d'avoir un territoire peut-être plus petit fait qu'on est davantage orienté vers l'extérieur. Effectivement. Et puis les langues aussi. Ça revient plusieurs fois là dans les portraits. Je vais vous résumer un petit peu quand même le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore eu en main. On a ici 23 portraits de personnes qui ont un impact actuel sur notre société, qui déborde évidemment de notre territoire. Et en fait, l'idée est quand même de trouver une forme de fierté d'être belge, je pense quand même. Donc, petit belge, point d'interrogation, en fait, non. C'est ça la réponse. La réponse est clairement non. Mmh. Parmi tous ces personnes que vous avez rencontrées, on va commencer par l'inspiratrice initiale, je pense. Mon amie Nazia. Mais oui, Nazia. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez là des tas de gens que vous n'avez jamais rencontrés auparavant et des gens qui relèvent carrément de l'intime, de l'amitié depuis plusieurs années. Donc c'est une forme de kaléidoscope qui a davantage l'envie de montrer que vous, à partir d'une démarche tout à fait personnelle, vous avez voulu ouvrir l'espace devant vous. Et cela suite à justement un problème de professionnel d'une start-up qui n'a pas fonctionné, c'est ça? Et voilà, donc j'ai été une start-upeuse, comme on dit, pendant de nombreuses années. Depuis 2011, en fait, j'avais créé une start-up dans les objets connectés. Et puis malheureusement, ça n'a pas marché, comme 9 startups sur 10 en fait. Ça n'a pas marché, si j'ai bien compris, c'est parce que vous étiez là trop tôt. Vous avez fait une ceinture connectée. Il y a plein de raisons qui font que ça ne fonctionne pas quand on a une start-up. Mais oui, on avait créé une ceinture connectée, donc ça peut faire sourire maintenant. Mais à l'époque, les smartwatches n'existaient pas. Et donc j'avais l'idée de créer un espèce de coach en fait, qu'on aurait toute la journée avec nous, puisqu'il serait dans notre ceinture, avec l'objectif d'améliorer la santé, le bien-être, puisque une majorité des maladies en fait sont comportementales. Mmh. Et l'idée, c'est qu'à partir de cet échec, vous avez voulu vous reconstruire. Et c'est le résultat de cette reconstruction en partie, c'est ça? Alors, quand on travaille et qu'on met toute son énergie dans un projet de start-up pendant plus de 8 ans, quand ça s'arrête, on se sent un petit peu... c'est comme un deuil, en fait. Mmh. Donc j'ai l'impression d'avoir perdu un peu un bébé, donc il y a une forme de deuil à faire. Et en même temps, les réalités économiques sont là, donc il faut retrouver un job, il faut rentrer à nouveau dans les cases. C'est vraiment pas facile. Et je me suis dit, oh là là, je vais re-signer avec une grosse boîte, retravailler dans le corporate. Et ça ne vous tentait pas? C'était un peu la mort dans l'âme. Donc il me fallait quelque chose à côté.
c'était un peu ma bouffée d'oxygène et il fallait que j'avance. Voilà, c'est la façon dont je me suis reconstruite, je ne sais pas, mais en tout cas, ma façon d'avancer en fait, et suite à cet échec. Et c'est en Nazia que l'idée est née ou est-ce que c'est plutôt pour la... Enfin, non, voilà. Nazia, je l'ai rencontrée via ma start-up, puisqu'elle travaillait... Nazia Mastaoui, c'était une artiste digitale, donc elle faisait pas mal de choses dans le digital, on s'est connus comme ça. Et... l'idée est venue vraiment quand j'ai ouvert un jour un Paris Match dans une salle d'attente chez un médecin. Et il y avait une double page consacrée à Günther Pauli, qui est un serial entrepreneur. Et je me suis dit, mais mince, c'est qui? Je n'en ai jamais entendu parler. Donc j'ai relevé comme une anomalie, en fait. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée du livre. Et la première personne que j'ai interviewée, j'ai interviewé mon amie Nazia parce que c'était plus facile de me faire la main sur une copine. Et d'ailleurs, c'est une personne très très inspirante et elle m'a encouragée à continuer dans cette voie. Eh bien, parlons tout de suite de Pauli Günther. Quel drôle de zozio pour moi. Oui. Alors, c'est un monsieur qui donc fait partie des 10 professeurs les plus loués en Chine, mais il ne parle pas chinois. Non. Et... Qui connaît Günther Pauli dans la salle? Deux personnes. Voilà. Et donc, il vend des millions de contes pour enfants consacrés à l'environnement en Chine. Mais en même temps, j'ai quand même repéré que le monsieur a fait ses études à Paris 2 fois par semaine en faisant l'aller-retour du Japon chaque semaine. C'est vraiment un personnage. Donc, Günther mais en matière d'environnement. On essaye d'être cohérent, mais c'est pas toujours possible. Donc Günther Pauli, c'est la personne qui vend le plus de livres au monde, puisqu'il écrit des fables. Alors, c'est un auteur, il a créé le concept d'économie bleue, qui se base sur le modèle de la nature, et il crée des fables pour les enfants, des fables écologiques, pour encourager les enfants à devenir des petits entrepreneurs. Et la Chine lui a commandé, le gouvernement chinois lui a commandé ces fables pour toutes les écoles en Chine. Ce qui en fait de facto la personne qui vend le plus de livres au monde aujourd'hui. Alors les enfants comme petits entrepreneurs, ça fait peur, non? Selon lui, un enfant, ça a envie de faire, en fait. Donc je pense que c'est bien de les encourager. Être entrepreneur, c'est faire. C'est faire. Ok. Parce que c'est vraiment beaucoup l'esprit de ce livre et des portraits, ce sont des gens qui font. Ce sont des gens qui ont un impact sur le monde. Donc en général, pour avoir un impact, il faut faire des choses. Mais j'en parlais juste avant avec quelqu'un ici même, l'idée des enjeux climatiques actuels, migration, santé, tous ces gens hors frontières qui effectivement comprennent qu'on a des problèmes à régler au niveau mondial, ce qui nous touche au niveau local. Ici, c'est des gens qui essaient donc de faire de cette abstraction, de cette chose qui nous dépasse, à savoir le monde, une réalité simplement concrète au niveau de leur individu. Mais comment est-ce qu'on va faire pour que l'impact ne soit pas seulement individuel, mais qu'il soit plutôt collectif? Est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse à travers ces différents portraits, ou bien est-ce qu'on n'en est pas encore là? Alors déjà, pour remettre dans le contexte, moi je ne cherchais pas à faire un livre orienté sur l'environnement, hein. Je cherchais à rencontrer des gens qui avaient fait des choses pas forcément au niveau environnemental, et il se fait que le sujet est ressorti très très fortement. Donc pour répondre à ta question, j'ai interviewé François Gémen, que vous devez connaître, puisqu'il passe beaucoup à la télé en ce moment. Et une des actions qu'il prône, et moi que j'ai mise en place, et que je vous invite à mettre en place très fortement, c'est de surveiller là où vous mettez vos économies. Donc vous avez des sites qui vous permettent de calculer votre empreinte carbone. Donc vous faites des efforts tous les jours, c'est très bien, vous triez vos déchets, peut-être vous essayez de manger moins de viande, vous essayez de prendre les transports en commun. Donc tout ça, c'est des efforts qui font diminuer l'impact à l'échelle individuelle. Mais on ne se rend pas compte que l'argent qu'on a sur notre livret d'épargne, en fait, il pollue beaucoup plus que nous. Donc vous avez des sites qui permettent de le calculer, cet impact, par rapport à la banque dans laquelle vous êtes, puisque votre argent que vous pensez dormir sur votre livret d'épargne, en fait, il ne dort pas du tout. Donc les banques s'en servent pour investir, malheureusement pour les plus grosses, généralement dans des projets fossiles. Donc l'argent qui dort ne dort pas, il pollue très très fortement. Or, on sait que le petit Belge est un gros épargnant. Hein. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez vraiment avoir un impact à l'échelle individuelle, et si on s'y mettait tous, eh bien, ce serait un impact au niveau de la Belgique en tout cas, c'est de regarder là où vous mettez votre argent et ce qui en est fait.
Donc l'idée, effectivement, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est Gemène qui parle de ça, dit au niveau individuel, on peut impacter à 40% l'impact qu'on a sur demain, mais il reste 60% collectif qui est plutôt solidaire et loin d'être résolu. Voilà, donc notre empreinte carbone, en fait, l'empreinte carbone globale de la population, 40% c'est nos actions individuelles. Donc c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Moi je trouve que c'est beaucoup. Ça veut dire que voilà, si vous faites attention, vous avez un impact quand même assez important. Et 60% c'est un impact créé par les entreprises. Mais en fait les entreprises, elles nous obéissent. Elles produisent pour nous offrir des produits et des services que nous sommes prêts à acheter en fait. Donc finalement, notre impact, il peut atteindre quasiment 100%. Encore une fois, faites attention où vous mettez votre argent. Et ça, c'est quelque chose à laquelle vous êtes très sensibilisé depuis que vous avez rencontré tous ces gens, parce que tout le monde parle de la même chose finalement. C'est vraiment devenu le sujet sociétal, global, absolu, on va dire. Il y a une notion de responsabilisation. Donc on a tendance à se sentir impuissant face aux problèmes environnementaux, mais en fait, on est tout puissant. Je pense par exemple ici à Robert Caillot, qui est en fait un des fondateurs du web. Voilà, qui savait que le web était à moitié belge. 3, 4. Oui. On le savait, mais simplement que là, on a le nom et en plus, on a l'interview. C'est-à-dire que le principe du livre est celui-ci. Pour chaque personne, il y a d'une part, en premier point, c'est la contextualisation de la personne, c'est-à-dire son parcours. Ensuite, de généreux extraits de l'interview elle-même. Et enfin, ça se termine par quelques petits tirets qui sont des réflexions personnelles. Et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand vous lisez ce livre, vous êtes en même temps dans une forme de média hybride. Ça marcherait très bien en télévision, ça marcherait très bien en radio, en fait, cette formule, je pense. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait un avenir J'ai enregistré quelques chroniques, quelques portraits d'entrepreneurs sur BXFM à écouter bientôt. Donc là, effectivement, voilà déjà ce que le livre peut-être pourra apporter pour sortir simplement du public qui lit. C'est ça l'idée ? L'idée du livre, c'est d'inspirer, en fait, d'inspirer par l'exemple, vraiment. Alors, ça vous a inspiré, c'est évident. Vous êtes déjà en train d'inspirer les gens en allant carrément sur leur compte d'épargne, si j'ai bien compris. Mais parlons surtout je trouve intéressant de Robert Caillot, parce qu'en fait, tout n'est pas... Il y a une question qui vraiment traverse absolument tous les portraits, c'est « Êtes-vous optimiste pour le futur ?» Oui, ça faisait partie de la grille de mes questions. Oui. Alors, avant de vous poser la question à vous-même, qu'est-ce que toutes ces personnes qui ont répondu à cette question-là, je pense évidemment à M. Caillot, parce que lui, il est carrément très, très, très négatif et pessimiste, mais c'est un des très rares. Tout le monde parle de l'optimisme comme une forme de contagiosité possible pour un meilleur avenir. Donc si vous avez commencé le livre, ne soyez pas découragés par les 2 premiers portraits qui sont effectivement peut-être un peu plus pessimistes. Après, ça remonte dans l'optimisme. Mais pourtant, vous avez continué malgré que vous l'ayez rencontré. Est-ce que vous les avez rencontrés dans cet ordre-là que je vois ici ? Oui, tout à fait. Les interviews sont dans l'ordre chronologique. Et donc, malgré Robert Caillot, qui est vraiment très, très inquiet, on va le dire, vous vous êtes dit, il faut que je rencontre des gens plus positifs pour vous-même ? Je n'ai pas sélectionné les gens sur le fait qu'ils étaient positifs ou négatifs. Je ne le savais pas avant d'aller les voir. Donc comment ça s'est passé ? J'ai eu la chance de rencontrer Robert Caillot qui ne donne quasiment plus d'interviews. Donc je suis allée le rencontrer à Genève. On a passé une après-midi ensemble et c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais l'impression d'être face à un morceau d'histoire vivante, quoi. Donc c'était incroyable. Et on a discuté de différents sujets. Tout n'est pas forcément dans le livre. Et c'est Robert Caillot qui m'a parlé du revenu universel. Donc c'était un sujet sur lequel je ne m'étais jamais penchée, en fait. Et donc tout le livre s'est fait comme ça. Donc je me suis dit, tiens, le revenu universel, c'est un sujet qui est intéressant. Donc j'ai commencé à regarder. Et puis c'est là que je suis tombée sur Philippe Van Parijs, qui est le spécialiste du revenu universel. Et il est belge. Je me suis dit, tiens. Oui. Rien, finalement, en lisant, on est surpris qu'il n'y ait que ceux-là. Parce qu'en fait, on a tous des noms en tête auxquels on voudrait s'attendre et relire et voir où ils en sont dans leur parcours aujourd'hui à travers ce genre de portrait. Et donc j'imagine que la liste ne s'arrête pas à 23 comme dans ce livre et que vous êtes déjà
reparti dans cette quête continue, ou bien est-ce que vous êtes déjà sur votre prochaine start-up inspiré de toutes ces personnes? Je fais un peu plusieurs choses en parallèle, mais oui, je suis en train de travailler sur les premières interviews du numéro 2. Robert Caillot, donc vous a amené vers Xavier Rombouts et le café équitable. Robert Caillot m'a amené vers Philippe Van Parijs. Oui, mais je vois qu'il est numéro 4. Pourquoi est-ce qu'il est... Parce qu'il n'était pas disponible tout de suite. Et Xavier Rombouts, en fait, on a un ami en commun. Donc okay. Voilà, j'ai commencé à demander autour de moi, est-ce que vous connaissez des Belges que je devrais interviewer pour mon livre? Et j'ai un très bon ami qui m'a dit, mais Xavier Rombouts est quelqu'un que tu devrais rencontrer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît évidemment la marque de café. Ce qu'on sait moins, c'est effectivement son attachement à trouver une solution équitable, c'est-à-dire depuis la production, depuis les plantations. Donc, ce qui est intéressant dans les entreprises familiales, c'est qu'elles ont une vision long terme, en fait, comparé à une entreprise du Belvin ou du CAC 40, où il faut rendre des comptes aux actionnaires tous les ans. La feuille de route d'une entreprise familiale peut être un petit peu plus sur le long terme. Mais n'est-on pas paradoxalement face à ce que n'est pas une start-up qui a besoin de résultats rapides? Donc il ne faut pas faire de start-up, il faut travailler avec papa-maman. Si on a cette chance. non, mais les deux se complètent. Ouais. Après, les start-up, c'est plus l'innovation. Et les sociétés familiales se nourrissent d'innovation de toute façon. Si on veut survivre aujourd'hui, on se doit d'être une entreprise innovante, même quand on est une entreprise familiale. Donc Rombouts innove beaucoup en fait sur tout ce qui est packaging et commerce fair trade, le café des petits producteurs, ça a été un des premiers à faire ça. Est-ce qu'à ce stade-ci, on a déjà balayé pas mal d'informations? L'une d'entre vous souhaite poser une question à notre auteur? Ou bien est-ce qu'on continue On peut le faire de façon interactive. Est-ce que vous avez pensé à rassembler ces 23 personnalités pour avoir un colloque? Donc je répète la question pour qu'elle soit bien entendue. Est-ce que... Oui. La question, donc je répète la question pour qu'elle soit bien entendue par tout le monde. Est-ce que une des inspirations possibles par rapport à ce livre, à ces 23 portraits, ne serait pas de rassembler ces personnes autour de vous? Moi, j'aimerais beaucoup. Après, ce sont des personnes qui sont relativement occupées, qui ne sont pas forcément en Belgique ou à Bruxelles. Donc il y a des agendas, des problèmes d'agenda, je pense, mais bon, ils sont rassemblés dans le livre. C'est déjà pas mal. Et on appellerait ça le colloque Petit Belge, vraiment? On peut y réfléchir. Pas d'autres questions? Continuons alors, parce que vous êtes passé un peu rapidement sur le revenu universel, qui est un sujet que moi j'apprécie beaucoup, parce que je l'aborde évidemment avec mes élèves, mes étudiants, et tout de suite, c'est parti là, c'est comme une solution dans leur esprit, puisqu'en fait, je remarque que dès 12 ans, un enfant a l'argent en tête, et les problèmes d'argent en tête, et la nécessité etc. Et ça change toute la vie, ça. Et est-ce que M. Van Parijs vous a un petit peu parlé de ça, de manière crédible, parce que lui, on est quand même en présence de beaucoup de gens qui parlent depuis très très longtemps, voire 3 décennies, qui crient que tout va mal, qu'il y a des solutions et que personne n'écoute. Alors, Philippe Van Parijs, c'est un grand défendeur de l'utopie. Donc ce qu'il dit, c'est que si on ne défend pas aujourd'hui des idées qui peuvent paraître utopiques, elles ne se réaliseront jamais en fait. Donc c'est important de défendre des utopies. Donc le revenu universel, ça a pu paraître être une utopie pendant très très longtemps. Après, il y a des initiatives qui ont été mises en place. Et aujourd'hui, je pense que le sujet va revenir sur la table avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, en fait. Qui effectivement remet la question du travail, la notion même de travail en question. Ce travail que nous avons sacralisé et qui aujourd'hui, effectivement, grâce ou à cause de l'intelligence artificielle... Si je peux avoir une intelligence artificielle qui fait 50% de mon job... Est-ce que je vais être payé 100%? Est-ce que... Gros point d'interrogation. On est en train vraiment de prendre un tournant. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais l'intelligence artificielle va tout changer et on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Est-ce qu'on peut rêver, par exemple, d'avoir chacun son petit robot qui fait notre boulot à notre place et puis c'est lui qu'on taxe, c'est pas nous? Ce serait dans un monde idéal, oui, ce serait ça. C'est avoir que chacun ait son robot et qu'on fasse bosser les robots
comme des chiens. Mais malheureusement, l'histoire montre que ça ne se passe pas comme ça. Avec la digitalisation, tout ce que le web a permis, on a multiplié notre productivité par 10. Et aujourd'hui, vous avez vu les débats sur la France, on nous demande de travailler jusqu'à 64 ans et puis ça va crescendo. Alors pourquoi on est 10 fois plus productif? Pourquoi est-ce qu'il faut travailler plus? Parce que les retombées n'ont pas été équitablement partagées. D'autant qu'il y a encore de nouveau une contradiction, un paradoxe, quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, avec des ressources limitées, on nous parle aussi de nous habituer à nous-mêmes, chacun individuellement, à moins que ce qu'on a eu, donc à une forme de décroissance, sans parler pour tout autant d'inconfort ni quoi que ce soit. Mais, et là-dedans, il y a beaucoup de gens qui parlent de croissance encore quand même parmi eux, même parmi ces gens conscients, attentifs, et parfois même alarmistes. Il y en a aussi qui parlent de décroissance heureuse. Voilà, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de fringues dans nos placards? Est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone tous les 3 ans parce qu'il devient obsolète? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire sans que notre niveau de vie n'en soit réellement affecté, en fait. Mais il faut une volonté. Oui, se poser la question, tiens, finalement, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai envie? Et est-ce que j'achète un téléphone qui va durer 2 ans ou est-ce que je ne pourrais pas acheter un téléphone qui va durer 15 ans? Mais en même temps, c'est très bien dit là-dedans, c'est d'abord les autres qui doivent s'y mettre et puis je suivrai, non? Ce n'est pas ce que je prône. Pourtant, cette réalité nous paralyse, non? C'est-à-dire, tu veux parler de la tragédie des communs. Exactement. Donc, qui sait ce que c'est que la tragédie des communs? Donc, au Moyen-Âge, en fait, on avait des prés communaux, en fait, où les fermiers pouvaient venir paître leurs bêtes. Et donc, se pose la question de combien est-ce que je mets d'animaux dans la prairie, puisque si j'ai la possibilité d'en mettre un de plus, je vais essayer d'en mettre un de plus, mais ça veut dire que tous les autres vont avoir moins à manger. Et donc, ça va poser un problème. Donc pour schématiser, qui va pêcher le dernier poisson dans l'océan, en fait? Parce que si c'est pas moi qui le pêche, ça va être mon voisin. Donc ça, c'est un vrai problème. Et face aux défis climatiques, on est vraiment là-dedans, puisque si moi je fais des efforts, en fait, ils vont bénéficier à la globalité. Et je me dis que en Chine, ils continuent à faire n'importe quoi, donc je vois pas pourquoi moi je ferais des efforts pour que mes efforts soient partagés sur la planète entière et finalement que je n'en tire pratiquement aucun bénéfice. D'autant qu'il y a l'aspect visible des choses. Nous sommes des êtres de vision, nous aimons voir le résultat de nos efforts et donc le découragement est vite là. Oui, parce qu'il y a un problème de latence en fait. Si on parle d'émissions de CO2, avant de voir, si on fait des efforts et qu'on arrive à diminuer nos émissions, avant de voir concrètement cette diminution avoir un impact, il y a un décalage de plusieurs années. Ce qui n'est pas le cas avec le méthane. Donc on a besoin d'un changement de vision absolument global, holistique, nous dirait Madame Nyssen. Oui. Je ne sais pas, est-ce que cette présentation ici qui relève d'une forme de tradition de réunions, etc., de rencontres, doit aussi être remise en question quand on veut un changement global de société? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Tu veux qu'on arrête de se rassembler? Ouais. C'est ça? Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faut pas faire ça dehors autour d'un feu? Pas aujourd'hui. La question, c'est qu'effectivement, jusqu'à quel point est-ce qu'en fait on doit se faire violence? Moi, je pense qu'il ne faut pas se faire violence, en fait. Il faut... Certes, ça demande un effort, mais je pense qu'on peut faire ça dans la douceur. Ok, comment ça va se passer, ça? En vérifiant son compte d'épargne, où va l'argent? C'est un premier pas énorme. Peut-être en mangeant moins de viande. Peut-être en arrêtant d'aller en vacances à l'autre bout du monde. Ou en prenant le train, en redécouvrant vraiment le voyage, le train. Voilà, les trains de nuit, je pense qu'ils sont en train de revenir. Il y a plein de choses comme ça. Après, le monde ne changera pas si les entreprises ne changent pas, ça c'est sûr. J'essaie ici de montrer à quel point, en fait, dans l'ensemble de ces portraits, si on regarde, ça nous donne une vue globale en tant que lecteur, je trouve. Parce que, bien sûr, il y a la lecture de chaque portrait pris séparément.
mais de manière prégnante, effectivement, les questions actuelles les plus importantes ressortent chez chacun d'entre eux. Ce qui m'interroge, moi, et en m'interrogeant, m'offre la possibilité, pas seulement d'être inspiré, mais en fait d'être engagé. Et c'est là que je ressens très fort ici dans la démarche, c'est que, ben oui, c'est bien d'être inspiré, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, en fait, on nous ressasse les mêmes choses depuis tant d'années, des décennies parfois. Et c'est ici l'occasion avec ce public-ci, peut-être de changer un peu quand même la formule habituelle. C'est non, ne vous contentez pas d'acheter un livre et de vous donner bonne conscience en ayant un petit peu d'informations, en disant, voilà, j'ai participé à... Non, comment est-ce que je vais m'engager pour ne plus participer à cette catastrophe qui se déroule pour les générations futures? Alors déjà, je pense que le fait de se mettre en action, peu importe l'action, est important. Parce qu'il y a aussi une forme de... comment est-ce qu'on appelle ça on se sent un peu figé, en fait. Le défi, il est tellement énorme, on est face à un mur, on nous dit qu'on va dans le mur, donc il y a de quoi faire une dépression. Donc il y a un premier pas à faire, c'est ça, cette donc se mettre en mouvement, ça permet d'éviter cette dépression. Et c'est Pierre Rabhi, qui n'est pas belge, mais qui disait, voilà, l'histoire du petit colibri, chacun doit faire sa part, en fait. Et faire sa part, ça permet de se sentir plus heureux et plus en harmonie avec les autres et la société et l'environnement. Est-ce que vous sentez autour de vous les gens qui font leur part, là, grâce à ce genre de rencontres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'anecdotique ou de fondamental qui vous apparaît grâce à toutes ces rencontres, grâce peut-être aux lecteurs de votre livre? Est-ce qu'eux-mêmes ne vous inspirent pas aussi, les lecteurs? J'attends les premiers les retours. Quels sont-ils? Ils sont plutôt bons. J'ai que des retours positifs. Donc je pense que l'objectif du livre, qui était d'inspirer, est atteint. Enfin, voilà, moi je l'ai écrit. Si ça inspire une seule personne, j'ai participé, j'ai fait ma part. Et donc vous-même, vous êtes devenu optimiste comme la majorité de ces portraiturés? Oui, mais en plus, je suis une entrepreneuse, donc on est tous des optimistes. Hein, sinon, on ne lance pas de start-up. Oh, il y a beaucoup de choses qui se font sans avoir un objectif autre que l'immédiat, l'argent, le plaisir, le divertissement. Ici, on essaie quand même d'entrer dans une forme d'éthique de l'entreprise, non? Oui, tout à fait, mais quand on est entrepreneur, on fait pas forcément les choses pour l'argent. Moi, je le faisais pour avoir une forme d'impact. J'ai pas réussi, donc j'espère que je vais réussir avec mon livre. Là, c'est parti en tout cas. À propos d'impact et je trouve que de réconciliation entre l'individu et le collectif, j'aime beaucoup le portrait que vous faites des petits riens. C'est Virginie Samin. Oui. Répétez son nom. Ah oui, Virginie Samin. Oui, là. Et en fait, elle trouve, grâce aux petits riens, elle trouve le moyen de réconcilier entreprise et solidarité. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui devrait être le message vraiment? Si, mais je pense que c'est en route. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique. En France, on a depuis 1 an, 2 ans maximum, un statut d'entreprise à mission. Donc ça va dans ce sens. Comment une entreprise peut se donner la mission de pas seulement de faire de l'argent, pas seulement de faire du bénéfice et de vendre ses produits et ses services, comment elle contribue à une société meilleure. Donc on y va. On y va. Pour faire écho à ce que vous disiez, madame, à propos de votre retour à la nature, Marie-Amélie Lénard, c'est skipper, et elle parle magnifiquement de l'océan, par exemple. Voilà, je pense que c'est un portrait que vous ne devez pas rater dans ce livre. J'insiste aussi sur l'aspect contagieux ou non de l'optimisme, avec cet extrait qui est un portrait de... il faut que je retrouve son nom à ce monsieur. François Gemène. C'est bien ça, oui. Oui, François Gemène. Je le lis et vous me commenterez Enfin, vous me commenterez. Mais il faut accepter le fait qu'il est déjà trop tard. Si on avait voulu vraiment limiter de façon efficace les effets du changement climatique, il aurait fallu agir il y a 20 ans. Une métaphore que j'aime bien et que je trouve assez parlante, c'est de dire que si on était dans une voiture, l'enjeu n'est pas d'éviter la sortie de route. On est déjà hors route. L'enjeu, c'est de limiter au maximum le nombre de tonneaux. Entre une voiture qui fait 1 tonneau et une voiture qui fait 12 ou 15 tonneaux, les chances de survie sont quand même beaucoup plus fortes si vous vous limitez à un seul.
C'est sévère. C'est pour ça que je parlais d'une forme de violence à nous faire quand même, puisqu'on est déjà dans la voiture en tonneau. Je pense que c'est la réalité, on le voit. Alors, certes, ce sont les populations les plus pauvres qui aujourd'hui sont les plus touchées par les changements climatiques, mais on commence à être touchés aussi. Les inondations qui se sont produites en Belgique, les étés qui sont de plus en plus chauds, les hivers de plus en plus doux. Voilà, on commence à s'en rendre compte. Et demain, quand ces populations seront forcées de migrer parce que leur pays sera complètement invivable, bah, elles vont venir vers le nord. Donc on va forcément subir tout ça. À ce propos, dans le chiffre de 250 millions de migrants climatiques, c'est un chiffre qui a à peine 3 ans. Aujourd'hui, on est à 600 millions. Donc effectivement, on a un enjeu qui nous dépasse largement. S'il vous plaît, continuez à nous donner de l'inspiration, au-delà simplement de l'épargne, du voyage. Vous en avez entendu beaucoup des conseils là-dedans. Alors, vous-même, moi personnellement, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'en fait, on est face au fait qu'on est tous connectés, en fait. Donc cette tragédie des biens communs, elle nous dit aussi qu'on est tous connectés. Et ce que je fais en Belgique aujourd'hui va aller impacter ce qui se passe en Afrique du Sud. Quelque part, c'est beau. Oui. Même si c'est un impact négatif, mais espérons qu'il soit positif. Voilà, on est tous interdépendants. Mm-hmm. Donc moi, je parle de la Belgique, mais en fait, les frontières en termes de changement climatique n'existent pas. Mais d'autant que ces frontières s'effacent d'elles-mêmes, puisque le problème est global. Mm. Alors, continuons parmi les différents portraits que vous avez fait. J'avais repéré aussi celui de Sven Mouton, qui lui ne parle plus de sustainability, donc de durabilité, mais de survivability, donc de survivance. De nouveau, wow. C'est très fort, et en même temps, Sven est quelqu'un de très, très joyeux, une personne réellement heureuse. Mm-hmm. Donc Sven est architecte de formation. Et il a voulu mettre son savoir-faire au bénéfice de populations défavorisées, on va dire. Et il s'est rendu en Amazonie pour construire pour se mettre au service, mais bon, son expertise est sur les constructions en bambou. Et pour savoir où il voulait partir, lui et sa femme, ils ont pris une planisphère et ils ont joué aux fléchettes. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces gens qui parlent comme ça, en fait, ont joué de chance en même temps. Parce qu'il fallait que la fléchette arrive à un bon endroit où il y avait possibilité de faire du bambou. Il n'y en a pas partout, même si c'est une plante quand même très... Oui, alors je suppose quand même qu'ils se sont limités. Ils ont essayé de viser plus ou moins l'équateur. Okay, d'accord. Mais donc, la fléchette est arrivée au Brésil. Légende, quoi. Ouais. La fléchette est arrivée au Brésil. Ils ne parlaient pas un seul mot de portugais. Donc ils ont trouvé des mécènes, ils sont partis au Brésil, ils ont été voir les populations des tribus reculées en Amazonie, avec lesquelles ils s'expliquaient quasiment avec les mains. Grande méfiance des populations locales parce qu'il y a beaucoup de corruption, ils se méfient énormément des ONG en fait. Et puis finalement ils ont choisi un des pires villages, les plus pauvres, les plus reculés. Et ils n'ont pris aucune... donc une fois qu'ils ont été acceptés par les villageois, ils leur ont dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, comment vous voulez qu'on vous aide. Et ils ont fait confiance à la population qui leur a demandé en fait de construire un bâtiment où ils pourraient se retrouver le soir. Mm. Et donc là, les villageois ont pu se retrouver et là, ils ont commencé... Une salle communautaire, quoi. Voilà. Et donc là, ils ont commencé à discuter. Là, les idées ont commencé à émerger. Et c'est là que les femmes sont intervenues, j'ai lu. Voilà. Vous savez, on est des animaux sociaux. Comment est-ce qu'on trouve des solutions? C'est en discutant entre nous, en fait. Donc ça s'est mis en place. Ils avaient des problèmes parce qu'ils étaient dans un parc national. Donc ils ne pouvaient pas couper toutes les essences, mais le bambou était autorisé puisque c'est une essence invasive. Donc là-dessus, ils ont eu de la chance. Le règlement du parc interdisait la lumière, en fait. Donc ils ne pouvaient pas s'éclairer le soir. Et donc ça s'est fini en prise d'otage. Oui, de la directrice. Voilà, de la directrice du parc. Et finalement, ils ont eu la lumière. Et tout ça ne serait pas arrivé s'ils n'avaient pas eu ce bâtiment pour se retrouver le soir. C'est ça que je voulais dire dans se faire violence. Vous voyez, le genre d'argument qu'il faut avoir pour être entendu, c'est... il faut savoir se défendre. C'est pas que défendre. là-bas au beau, hein.
D'ailleurs, ça me permet de rebondir avec un autre thème qui vraiment émerge à travers les portraits, c'est justement le féminisme. Et là, on a deux chantres. On a d'une part Pamela Peters, qui, là, on n'est pas dans le concret, hein, on est plutôt dans le chemin, dans le parcours intérieur, où il s'agit de se reconnecter chacun d'entre nous avec notre part de masculin, de féminin. Elle en parlant comme étant une solution globale, une solution à nos problèmes. Et l'autre, qui est mais beaucoup plus complexe, là j'ai carrément pas compris, c'est Marc Loeg, c'est son sacré féminin. Alors ça, je vous écoute. Oh, merci pour la colle. Non, alors, mais ça c'est parce que je suis un vieux mâle de plus de 50 ans, hétéro et blanc, donc je peux poser la question. Tous les deux ont un même discours en fait qui m'a étonnée parce que je n'avais jamais entendu personne parler de ça. C'est que voilà, on a tous en nous un côté masculin, un côté féminin, qu'on soit homme ou qu'on soit femme en fait. Après, il est plus ou moins équilibré. Et donc Pamela a fait des études d'économie et elle, ce qui l'a choquée, c'est qu'en fait, on parlait donc de croissance et elle avait quasiment que des hommes professeurs. Et elle était étonnée qu'on ne parle pas de la préservation des ressources. Et donc ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, la Terre a une composante féminine. Et que c'est parce que le féminin a été bafoué pendant de longues années qu'on n'a pas fait attention à la Terre non plus. Donc il y a une relation entre le féminin en nous, la façon de le respecter et la façon dont nous respectons l'extérieur et la nature. Alors l'équilibre, j'entends bien, mais lui il parle de la solution est féminine. C'est ça qu'il appelle le sacré féminin. Oui, alors Marc a un parcours de... D'abord, il a étudié, il est théologiste. Oui. Et donc, dans la religion, en fait, on a Jésus. Et Marc, lui, dit qu'en fait, Jésus n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait tout seul et qu'il était avec Marie-Madeleine et que Marie-Madeleine a été complètement effacée, en fait, de la religion catholique pour que le patriarcat puisse rester au pouvoir. Et il explique l'extermination de certaines sœurs parce qu'elles savaient lire, elles étaient cultivées. Et donc, on avait cette peur que la femme reprenne le dessus sur l'homme. Donc, il y a vraiment eu une pression patriarcale et ça, c'est en train de changer. On le voit tous, heureusement. Alors ça, c'est effectivement, dans nos milieux occidentaux, un discours qui est entendu. Mais si on voyage, on se rend compte que le patriarcat est quand même extrêmement fort, puissant, sur le reste de la planète, et que nous allons de toute façon en dépendre pour justement pouvoir améliorer notre situation, du moins celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc ce message n'est pas que concret, je veux dire, l'impact qu'on cherche à avoir nous-mêmes, en fait, il y a un rapport surtout philosophique, éthique, mental, abstrait, qui relève effectivement de notre relation, simplement, même pas seulement à la femme, mais au vivant. Mm-hmm. Je parle simplement du simple moustique, de la fougère, Quand on vous a lu, est-ce qu'on a encore l'idée d'une forme de hiérarchisation du vivant ? Ou bien, finalement, je suis en droit de penser que, finalement, ma vie ne vaut pas plus que celle d'un prêle au rouge cloître ? Je pense qu'il y a... C'est une bonne question. Merci. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Est-ce que le prêle est responsable de sa vivance, de sa vivacité, de la vie? Je pense que ce qui est important, je vais citer Gandhi, excusez-moi, c'est un peu bateau, mais c'est d'être le changement qu'on veut voir apparaître dans le monde, quoi. Donc, la question de Marc et de Pamela, c'est soyons à l'intérieur de nous équilibrons le masculin et le féminin, et ça va également se manifester à l'extérieur. Après, évidemment, il y a des populations qui sont plus ou moins en chemin, et on ne peut pas juger des pays qui sont qui ont moins d'accès à l'éducation. Et moi je pense qu'encore une fois, ce qui est important, c'est l'individu. C'est je m'occupe de moi et je fais de mon mieux. Et là, ça me pose un petit problème parce qu'il y a une forme de nouveau de paradoxe, de contradiction. C'est-à-dire qu'ici, on a des tas de gens qui sont en fait pas seulement des petits Belges, mais aussi des petits prophètes. C'est-à-dire qu'ils nous servent de guides, d'inspiration, etc. Mais c'est de nouveau des individus. Or, notre problème est davantage collectif. Ça revient à l'idée de petits Belges où pas une tête ne dépasse. Nous, on n'aime pas trop ça.
Du coup, voyez un petit peu le problème entre valoriser l'individu, son activité, son application, son action, et en même temps, de nouveau, ça nous fait des petites personnes qui sont au-dessus de nous, qu'on doit regarder, qu'on doit admirer, qu'on doit suivre. Et puis moi si je me sens, j'ai pas le talent, pas l'envie d'être un entrepreneur. Moi, je suis pas un entrepreneur, par exemple. J'ai aucune chance de faire une start-up de ma vie. Alors, mais il faut pas qu'on soit tous des entrepreneurs, sinon la société irait. Pourtant, irait pourtant, c'est l'inspiration qu'on nous donne. Il y a personne là-dedans qui est. J'ai pas sélectionné que des entrepreneurs. Hein. C'était pas un critère. Le critère, c'était avoir de l'impact. Ouais. Après, si on revient sur Sven Mouton, c'est un architecte. Il gère des projets comme n'importe quel architecte. Il a décidé de consacrer plusieurs années de sa vie à gérer un projet de façon bénévole en Amazonie, mais c'est un architecte. Mm-hmm. Il y en a d'autres. Je n'ai pas que des entrepreneurs. Mais ça relève de cette rencontre entre l'entreprise et le solidaire et le bien commun. C'est cet équilibre, cette éthique qu'il faudrait essayer de pouvoir mettre à un moment donné, vous dites que vous-même, vous avez dans vos études, ou je ne sais plus si c'est vous ou quelqu'un, dans ces études de HEC, en fait, c'était toujours l'utilisation des ressources et jamais leur durabilité qui intervenait dans les cours à l'université. Mm-hmm. Or, cet aspect-là, j'imagine qu'il petit à petit, il est quand même là présent. C'est en train de changer. Voilà, c'est ça. Et donc, la définition même de l'entrepreneur, de l'entreprise, est en train de totalement... Mais ça rejoint aussi l'idée qu'on a maintenant des entrepreneurs, des multinationales qui ont la force et la puissance d'État sans avoir la mission publique. C'est vrai. Il y a cet aspect cette jonction que j'essaie de découvrir à travers ces portraits, ces personnes, et puis vous-même. Moi, j'ai pas interviewé les responsables des GAFAM. Il y en a pas de Belges encore, mais. On a quand même notre Elon Musk, si je vous ai oui, bien lu. Max Ao qui. Alors, rappelez-moi son nom, que je le dise bien. Max Ao. Oui, Max Ao, oui, voilà. Qui est parti d'un JT. Il a commencé, lui, devant le JT, et puis il a créé Launcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, donc Max, effectivement, c'est un entrepreneur dans l'âme, mais il a commencé à faire de l'intrapreneuriat. Donc il s'est retrouvé en Angleterre au début du web. Il travaillait pour une société de production de contenu sportif. Et il a proposé à cette société de créer les premiers sites web pour les événements sportifs en direct. Donc c'est de l'intrapreneuriat. Après, il a beaucoup appris. Il a été là, c'est vrai, au bon moment. Après, il s'est intéressé aux bonnes technologies et du coup, il a pu partir de cette société avec les technologies qu'il avait créées. On va passer les détails des circonstances. Mm-hmm. Donc il s'est fait un peu d'argent, il a réinvesti son argent dans ce qu'il passionnait, donc la vidéo, le streaming. Et puis finalement, il a monté une société qui s'appelait Launcher, qui vient d'être achetée, pour envoyer des petits satellites dans l'espace. Donc, on investit dans l'espace à hauteur privée, voire même individuelle, puisqu'aujourd'hui, on peut envoyer un satellite au centième du prix d'il y a à peine 15 ou 20 ans. Oui, tout à fait. Ouais. Grâce à la miniaturisation de l'électronique, entre autres, on peut avoir des satellites de quelques kilos et pas forcément... Mais est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau Far West plutôt que dans... Alors l'homme a toujours... regarder vers l'espace. L'espace nous a toujours inspirés. L'espace est un driver d'innovation énorme. Donc, ce qu'il explique... Il est même civilisateur. Il suffit de regarder l'astrologie. Il est civilisateur. Il est civilisateur. Il nous a guidés. Il nous influence. Mm-hmm. Donc, la conquête spatiale s'était un petit peu arrêtée à cause de divers accidents. Mmh. Et c'est Elon Musk, en fait, qui a relancé cet intérêt pour le spatial. Donc Max, lui, est très, très reconnaissant, puisque quand Elon Musk est arrivé avec son idée de SpaceX, on s'est un peu foutu de sa tête à la NASA, alors qu'il avait quand même déjà un beau track record, comme on dit. Et alors que Max, quand il est arrivé avec son projet Launcher, on lui a ouvert toutes les portes. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est très reconnaissant, parce que Elon Musk lui a ouvert les portes, à lui comme à d'autres petites sociétés qui travaillent dans l'aérospatial. Bien, merci beaucoup Karine. Moi j'ai terminé, hein. Je vous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à notre... Oui, monsieur, le micro arrive à vous.
Bonsoir. Moi, j'ai une question bateau à vous poser en faisant l'introduction contextuelle que le français n'est pas ma langue maternelle. Et la question est, depuis 40 ans que je suis installé à Bruxelles, qu'est-ce que c'est que d'être belge? C'est ce à quoi c'était ma quête aussi, hein. C'était une de mes quêtes. Donc il y a des caractéristiques qui ressortent. Après, j'aime pas les généralités, mais il y a quand même une forme d'humilité qui fait écho au titre, bien sûr. Il y a une détermination, mais plus douce peut-être que nos voisins français. On est concret, on est très très concret, on n'aime pas les fausses promesses. Je dis on, ça reste des généralités, je pense qu'il n'y a pas de vérité, mais il y a des petits éléments comme ça qui ressortent de chaque portrait. On se prend peut-être aussi moins au sérieux. Ça, je pense que c'est un atout. Et puis, je crois que c'est grâce à votre préface, madame, on est un lieu de rencontre de nombreuses cultures, hein, germaniques, anglo-saxonnes, francophones, latines. On a l'habitude de gérer différentes cultures. Oui, nous sommes une non-nationalité, un non-territoire. Vous vraiment, vous n'avez pas d'idée de ce que c'est qu'un Belge depuis que vous êtes là? J'hésite. Entre quoi et quoi? Entre ce profil bas et consensuel et les maîtres du compromis d'un côté, et puis l'explorateur, le novateur, le pionnier. Moi, ça me satisfait parfaitement. Les deux, on prend la pièce, puis les faces, on prend les deux, non? Une autre personne qui aurait une question, madame? C'est l'occasion, profitez-en. Donc on a un portrait de grand explorateur dans le livre qui est Alain Hubert, explorateur polaire. Et qui a relancé la station Princesse Elisabeth en Antarctique. Bonsoir. Moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé d'inspiration. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une inspiration que par les Belges? Est-ce qu'on pourrait peut-être pas avoir de l'inspiration d'autres civilisations ou d'autres pays qui pourraient peut-être inspirer tout aussi... Ah, bien sûr. Non, mais c'était un parti pris... Aujourd'hui, en tout cas, je veux dire, aujourd'hui. C'était un parti pris de départ. Après, chacun part dans la vie avec ses propres complexes. Moi, j'avais, je pense, ce complexe et qui ressort, vu que je suis partie à l'étranger, qui me vient, je pense, de mes parents, mais on n'a pas tous les mêmes parents. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai oublié le fil de mon idée. Chercher l'inspiration ailleurs qu'en Belgique. Oui, j'avais quelque chose de pertinent à dire, mais je m'en souviens. Mais c'est la question est tout à fait pertinente, si ce n'est que c'est la ligne éditoriale du livre lui-même. C'est un choix, un parti pris. Et en fait, en lisant, beaucoup répondent quand Karine de Pau pose la question « Est-ce que vous vous sentez belge ?» Ils ont plutôt une réponse citoyen du monde, je trouve. Oui. Et donc, eux-mêmes, je pense qu'ils ne s'identifient pas vraiment en tant que Belges dans leur propre portrait, puisqu'ils sont sortis du pays. Est-ce que je me trompe? Citoyens du monde ou européens. Après, moi, je pense que quand on est à l'étranger, on se sent plus belge. Donc, j'ai Jonathan Cuben qui est dans le livre, et lui, il est à moitié belge, à moitié mexicain. Et donc, à la question « Est-ce que tu te sens belge ?» il me dit quand je suis au Mexique, je me sens belge, et quand je suis en Belgique, je me sens mexicain, en fait. Ni d'ici, ni d'ailleurs. Mais bien sûr, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Bien sûr, l'inspiration peut venir de partout et tout est bon à prendre. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Je me suis retrouvée donc à la foire du livre, là où j'ai pu rencontrer Ahmed, et ce qui fait que je suis là ce soir. Et j'étais face à Frédéric Etterlinck. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est celui qui présente Les Traîtres sur RTL. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que pour moi, c'est un animateur télé.
Et donc on a discuté, et en fait c'est le petit-fils, j'ai oublié son prénom, de Maeterlinck, qui a en fait été un prix Nobel de littérature et qui a écrit notamment L'oiseau bleu du bonheur. Et moi quand j'étais petite, je me rappelle avoir vu ce film sur RTL TVI un après-midi. Il y avait un cycle, c'est un film avec Shirley Temple, il y avait un cycle. Et jamais la speakerine n'a dit L'oiseau bleu inspiré de c'est une pièce de théâtre à la base, de Maeterlinck. Jamais ça n'a été mentionné. Et je me suis dit, mais merde, peut-être que si elle m'avait dit ça, j'aurais pas attendu 40 ans pour écrire mon bouquin. Donc l'inspiration, elle vient, l'importance des rôles modèles, pour moi, est aussi quelque chose qui est important. Oui, et ça c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans le livre aussi, c'est qu'eux-mêmes sont surpris de leur propre parcours. Les personnes que vous interviewez, ça a dépendu d'un instant, d'une rencontre, d'un mot peut-être, qui a en fait déterminé tout le reste. C'est vraiment le coup d'aile de papillon qui... Ça c'est très fort. J'imagine que dans vos vies à vous, c'est aussi comme ça que ça s'est bâti, non ? Je pense qu'on est tous guidés d'une façon ou d'une autre, et que quand on est sur le bon chemin, on est davantage guidés. Alors ça me permet d'intervenir. Il y a une forme de mysticisme effectivement dans vos propos, dans les propos de vos... vraiment. Or, le mot on est fort, quand même. Dans une société extrêmement rationaliste qui met tout dans des tableaux Excel. Ça, vous ne pouvez pas le mettre dans le tableau Excel. Moi, je ne fais jamais de tableau Excel. D'accord. Alors on arrête les tableaux Excel, c'est une des solutions pour une meilleure planète ? Les tableaux Excel, stop, et les PowerPoint aussi. Et on arrête les PowerPoint, ok. Bon, je suis d'accord. En fait, je pense qu'il faut s'autoriser à rêver. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, en fait. On est poussé par la société à faire des études, faire plaisir aux parents, aller vers un job qui rapporte. Et ça, c'est pas forcément nos rêves. Donc moi, j'essaie de me laisser guider par mes rêves, par ce qui me met en joie. Merci Karine, j'aime beaucoup là où vous êtes en train d'arriver. Alors mysticisme, vraiment, je pose la question, qu'est-ce que c'est le mysticisme? Et donc ça m'amène à cette question, qu'est-ce qui relie tous ces gens, mis à part le fait qu'ils soient tous belges et qu'ils ont eu un impact sur le monde? Qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, tous ces gens ont bougé, et peut-être que là, il y a pour nous une source d'inspiration. Et pour revenir un peu sur ce qui a été dit dans la soirée, se responsabiliser, oui. Se culpabiliser, en tout cas moi ça me coupe tout mon effort, ça me coupe tout mon élan de vie, et donc il y a quelque chose que ces gens ont pu trouver qui leur a pas coupé les ailes, et c'est ça que j'ai envie d'entendre, et qui à mon avis peut-être est une belle façon de boucler, si on en est à la fin. Il y a peut-être encore des choses à dire. Bien sûr. Merci. C'est concernant le titre, vous êtes sensible à la domination patriarcale. Alors, est-ce que vous êtes conscient du fait que le titre peut vraiment incommoder pas mal de féministes, les petits Belges? Alors, j'aurais dû l'appeler Petite Belge ou Petit.E.S. Trouver une façon, pas utiliser le masculin de façon épicène. Alors si on veut parler de mysticisme, le plus mystique, la chose la plus mystique qui me soit arrivée en écrivant ce livre, c'est le titre. Il m'est vraiment arrivé comme ça, et j'estime qu'il ne m'appartient pas, et je n'aurais même pas osé y toucher. Et puis c'est une expression qui traverse, enfin elle n'est pas neuve, quoi. Oui. Et le mot petit est hypocoristique, il est aussi affectif, évidemment. Il n'est pas que mépris. Exactement. Oui, tout à fait. Je crois que monsieur, au fond, avait une question. Oui, malheureusement, l'espace est devenu une grande poubelle. On en parle peu. Et surtout, au lieu de... Moi, ce qui m'a fait bondir, c'est Elon Musk. Parce que c'est pas une attaque à dominem, mais je dirais Elon Musk, c'est tout sauf quelqu'un qui représente l'écologie. On est dans le gaspillage en plein. Est-ce qu'au lieu d'aller dans l'espace de manière aussi profonde, on ne pourrait pas s'occuper des 3 continents de détritus qui flottent sur une épaisseur de 10 mètres? Il y a un jeune chercheur, ou je ne sais plus s'il est chercheur ou s'il est simplement riche, un Californien qui s'est mis en tête. Il a construit un bateau à valeur, je l'appelle comme ça. Ça a fait la une des journaux
ou d'un journal télévisé, mais pas plus, on n'en a plus parlé. Mais voilà, moi je vous avoue que oui, avec Elon Musk, j'ai eu une réaction épidermique. Et effectivement, c'était important l'espace, mais je suis aussi pour la concentration des efforts sur la planète. Il y a bien assez de satellites qui tournent déjà, il y a déjà beaucoup de problèmes de récupération et de rattraper ces déchets dans l'espace. On peut s'occuper de ça, mais pas... Je veux dire, les voyages personnalisés, c'est lamentable. Je trouve que c'est lamentable. Mais c'est un avis très personnel. Merci. Je pense que Elon Musk a le don de diviser, hein. soit on aime, soit on n'aime pas. C'est difficile de stopper l'innovation. C'est difficile de voir où il va s'arrêter. Moi, j'étais horrifiée de ces puces Neuralinks. Donc, mettre une puce dans le cerveau des gens, ça me paraissait être complètement... horrible et en fait peut-être que demain ça va permettre à des tétraplégiques et des paraplégiques de remarcher. Donc on ne peut pas stopper l'innovation, on ne sait pas quels vont être les cas d'usage, c'est à nous évidemment, et sans doute on fera le meilleur et aussi le pire malheureusement comme on l'a toujours fait, comme l'histoire peut le montrer jusqu'à présent. Oui, d'abord peut-être un petit commentaire et puis une petite question sur la recherche du portrait robot du Belge. On peut peut-être rajouter ce que disait une ambassadrice très belge en Chine à qui on posait la question de savoir mais c'est quoi la particularité du Belge en matière de diplomatie? Elle disait cette chose très surprenante: le Belge fait de la diplomatie zonder chichi, sans chichi. Et je trouve qu'effectivement, c'est une assez chic définition, comme on dit à Bruxelles. Alors sur la question, maintenant, on va passer de l'espace à Karine, parce que tout ça, c'est aussi un gros effort de réflexion personnelle et peut-être un peu d'introspection. Karine parle de Karine de façon presque comme une ombre, quelques mots de ci, de là, dans l'ouvrage. Tu organises des rencontres presque de façon thérapeutique, des rencontres qui élargissent le champ des possibles. Alors, au bout de cela, au bout de cette méthode assez particulière, il faut le dire, tout le monde n'écrit pas un bouquin tous les jours pour se donner de nouveaux caps, par exemple. Qu'est-ce que tu en tires? Et alors, ma sous-question, c'est qu'est-ce que tu ne feras plus et qu'est-ce que tu souhaites faire après toutes ces rencontres inspirantes, stimulantes? Ce que je ne ferai plus, c'est simple, c'est mettre mon argent à la BNP. Ça, je pense que j'ai été claire là-dessus, pour ne citer que. Ce que j'en retire... C'est sur Oxfam hein, que vous pouvez mesurer votre impact bancaire, c'est ça? Oui. Hein? Ouais. Alors moi, c'est vrai que chacune des rencontres que j'ai faites m'ont transformée parce que chaque fois, il y avait un sujet qui était hors de ma zone de préoccupation, je vais dire. Et donc, je les ai comme intégrés, englobés. Je suis quasiment d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'ai pas filtré, en fait. Donc ça, c'est aussi la magie des rencontres. Comme je vous l'ai dit au début, j'avais une espèce de deuil, en fait, à faire de ma start-up. Et je pense que je l'ai fait. J'ai retrouvé l'inspiration, j'ai trouvé des idées de projets. Et le prochain projet, ce sera un autre livre, en fait. J'ai répondu à ta question? C'est une question océanique. Est-ce qu'on applaudit notre Karine? Merci. Maison de